Honorable Madame le député national, chers membres du Conseil provincial de sécurité, distingués invités à vos titres et qualités respectives, nous vous souhaitons la bienvenue en ces lieux. Nous souhaitons également la bienvenue en ces lieux au Chevalier de la Plume, invité en ce jour pour cette conférence de presse de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Jacques Mbadou-Citou, conférence de presse convoquée à l'occasion de l'an 1 du gouvernement provincial qu'il dirige depuis donc l'année dernière. D'abord, remercier chacun d'avoir répondu à l'invitation pour permettre de pouvoir rendre compte de la démocratie dans laquelle la démocratique est en train de faire. La cérémonie de ce jour que nous sera subdivisée en deux phases. La première consiste en l'exposé de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, j'ai cité Jacques Mbadou-Citou, et la deuxième partie consistera aux questions et réponses de la presse. En ce qui concerne l'exposé du gouverneur de province, il aura 3 chapitres. Le premier consistera en l'état des lieux que le gouvernement qu'il dirige a trouvé dans la province. En deuxième lieu, le gouverneur fera le rapport de gestion durant toute l'année qui vient de s'écouler, donc de l'exercice 2013. Et enfin, en troisième lieu, nous aurons les résultats après donc cette année de gestion. Concernant la deuxième partie, nous aimerions donner une alternative pour permettre à cette conférence de presse d'être utile de ce devoir de redevabilité. Nous demandons aux journalistes de pouvoir poser leurs questions sur ce qui aura été abordé par le gouverneur, donc sur la gestion de la province. Nous voulons relever le niveau de nos échanges, de sorte que nous ne puissions parler que de ce qui concerne la gestion de la province, dans le respect également de la division des différents pouvoirs que constitue la démocratie, et les questions personnelles, les questions qui ne concernent pas ce qui est abordé aujourd'hui, nous vous demanderons de ne pas pouvoir les poser durant cette conférence de presse. Il y aura certainement d'autres lieux et d'autres personnes et personnalités qui sont habilitées à répondre à ces questions. Sur ce, nous allons très respectueusement passer la parole à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, pour la première partie de cette cérémonie qui consiste donc à son exposé. Je vous remercie. Nous réitérons nos remerciements à tous ceux qui sont venus participer pour suivre cette conférence de presse. Mais comme l'a dit Mme Chantal tout à l'heure, je voudrais encore préciser la pensée. La première, c'est que nous ne répondrons pas aux questions qui concernent les personnes. Vous voulez parler de monsieur quelqu'un. Nous n'avons pas nous adonner à ce sujet. Ne posez pas des questions sur les personnes, sur la gestion de la province.
faut poser des questions. Nous allons parler de la gestion de la police. La deuxième chose que je voudrais expliciter, c'est que quand nous parlons de la gestion de la police, nous devons mettre en tête le principe de la continuité de l'État. C'est-à-dire, l'état des lieux que nous allons dresser ou que nous avons trouvé, ne pas un procès contre les prédécesseurs. Mais quand on veut évaluer, quand on veut donner des éléments d'appréciation, il faut savoir d'où l'on vient, où on est et où l'on va. ekozala impossible otiki na automatique akosala réglage na ordinateur. Voilà. Tu vois, même contre le mot akozwa révolution ntango na okitisa geno mona nous avons toujours po boyo akomi biso rouge na kati la vérité des chiffres. Parce que comme je le sais, c'est toujours je ne cesse jamais de le dire. La vérité des chiffres ou mieux la démagogie politique s'arrête là où commence la vérité des chiffres. Quand vous dites que non, on a bien fait, et quand vous dites que non, moi j'ai fait ceci, vous le prouvez sur le plan chiffré. Que non, ce que vous dites là-bas, le nombre de kilomètres que vous dites qui ont été construits bien, ce qui était fait, non, ce n'est pas ça. Moi, je vois que c'est 2, et vous vous dites 3. Là, c'est pour ça que nous disons, la démagogie politique s'arrête souvent là où commence la vérité des chiffres. Et c'est pour ça que nous allons parler de les chiffres. Cela étant, Madame Chantal vous a annoncé les grandes articulations de notre exposé. Articulation qui commence par l'état de lieu que nous avons trouvé, qui va se poursuivre par le rapport de gestion de l'AP 1 de notre gouvernement, et puis 3 qui va se terminer pour la première partie par le résultat obtenu par cette gestion pendant l'AP 1. Et puis, comme il a dit, va intervenir le jeu des questions et réponses. Nous sommes. Je veux voir si, pour certaines questions, je ne les ferai pas répondre directement, non pas parce que je ne suis pas là. Vous devez savoir que le ministre aussi travaille et qu'il travaille de maîtrise. Ça, nous avons apprécié au cours que s'agissant du premier chapitre, dans le de management ou même de toute gestion, notamment même dans la gestion de collectivités ou des entités publiques. Il existe ce qu'on appelle à la fin de chaque année, surtout en matière de finances publiques, la réduction des comptes. C'est dans ces documents qu'on retrouve en principe, comme dans un bilan pour une société, comment on a récolté le recette et comment on a dépensé ces recettes, conformément à la loi financière. Et dans notre cas, il ne pouvait pas en être
maintenant nous sommes arrivés, il fallait commencer par faire la réduction des comptes de l'exercice 2012. Et qu'avons-nous trouvé? L'exercice 2012 s'était soldé par un déficit de 5 milliards de francs congolais. On va parler des francs congolais parce que nous ne sommes pas en Amérique. Les 5 milliards de francs congolais. Il ne faut pas confondre les soldes des déficits d'un exercice par rapport aux engagements de la province. Parce que la gestion est continue. Les engagements partent, par exemple, de 2001-2012, mais quand on fait la consolidation, on a un autre chiffre. Mais pour l'exercice 2012, ce qu'on a trouvé, c'est 5 milliards de déficits dans le compte de la province. Et quand on va plus loin, dans les banques, c'était 5 milliards de dettes dans les banques. Bien. Et l'ensemble des dettes que nous avons trouvées s'évalue à 59 milliards de francs congolais. 5 milliards de soldes déficitaires, 7 milliards dans les banques et 59 milliards de dettes dans l'ensemble. 59 milliards constitués de quoi? Quand les gens travaillent et qu'on arrive à la fin du mandat, il faut payer les indemnités de sortie et les salaires. Ça faisait 2 milliards 500. À côté de ça, nous avons trouvé certaines dépenses qui étaient déjà engagées, liquidées, ordonnancées et non payées. C'est-à-dire, par exemple, nous vous donnons un exemple. Le personnel du gouvernement allait à la mission. Mais pour aller à la mission, il y a une autre mission qu'on signe. Et quand on signe cette autre mission, c'est l'acte d'engagement. Et puis, cet acte va au sujet écrit pour la liquidation. Et quand on liquide, on ordonnance. Et puis, sur la phase de paiement. Mais ce qu'on a trouvé qui était ordonnancé, donc engagé, liquidé, ordonnancé, mais non payé parce qu'il n'y avait pas d'argent. Les gens avaient effectué parfois l'émission sans être payés, ou les gens se sont fait payer dans des formations médicales. Et encore, comment? Même avec des petits bons émis par n'importe qui, sans ordre, même quand on n'est pas bien droit, parce qu'on a trouvé plusieurs des hôteliers, plus de 3 milliards pour les hôteliers. Donc, ce qui était engagé, liquidé, ordonnancé, mais non payé, s'élevait à plus de 5 milliards. Il y avait plusieurs procès dans la province. On était soit condamnés. Ne sont pas imaginaires, parce que nous avons fait pour la première fois dans l'histoire de la province la réduction des comptes. Nous avons déposé le dossier à la Cour des comptes de la République. Et la Cour des comptes a examiné les comptes et a validé les chiffres. Parce que les chiffres que je vous donne sont des chiffres validés par la Cour des comptes de la République. Et vous avez les rapports de la Cour des comptes ici, où on a passé en revue chaque article, chaque dépense qui a été engagée ou exécutée dans la province. Ça, c'est le rapport de la Cour des comptes, fait par le magistrat de la Cour des comptes. Et les documents de la révision des comptes
c'est celui-là. Ils l'ont examiné et puis ils ont fait ces rapports pour valider tous les chiffres. Ils sont venus, ils sont entrés dans les livres de la province, ils ont trouvé que tous les chiffres, ils ont corrigé là où ils ont corrigé pour valider le chiffre que nous vous donnons. Le rapport de la Cour des comptes. Ça, nous pouvons dire que c'est la première partie de mon exposé. L'état de l'Union. 5 milliards de déficit. À la fin de 2012. Donc, 7 milliards dans les banques et dettes. Vous allez dire, mais pourquoi 7 milliards de déficit, mais 7 milliards de dettes dans les banques? Je vous ai expliqué que l'exercice, quand on fait la révision des comptes, on ne prend que les opérations de l'exercice. Mais les engagements qui ont été pris avant sont maintenant consolidés avec les différents endettements d'année par année. Donc il n'y a pas de contradiction. Alors, quelle a été notre gestion en 2013, disons l'année 1 de notre prise de fonction? Devant une situation de ce genre, nous ne nous sommes pas plaints. On a lancé la plainte à personne. Nous avons pris la mesure de la situation et courageusement, nous avons appliqué la thérapeutique à 2 niveaux. Premier niveau, c'est l'assainissement de l'environnement du travail. L'assainissement de l'environnement du travail a beaucoup plus concerné ce que nous avons trouvé comme étant parmi les causes de ce qui gênait un peu le développement de la province. Le personnel. Parce que ce personnel était engagé hors normes des textes légaux. Les textes légaux disposent, en ce qui concerne la loi sur la libre animation des provinces, article 30, que les cabinets des ministres ne doivent contenir que 4 conseillers, 4 membres, et le gouverneur 10 membres. Cela n'empêche pas d'avoir une personne d'appoint, mais qui doit être proportionnel. Nous avons y assaini en supprimant certains services que nous avons trouvés budgétivores, qui consommaient l'argent de la province sans en créer. Notamment Copilé, notamment le FRAIR, notamment la commission de lutte contre la corruption, notamment le BTC, et nous en passons. Cela nous avait contraints de tout faire pour payer les indemnités des sorties. C'est ce qu'on a fait. De tout le monde. Parce que, comme nous avons eu à le dire par le passé, l'effectif de 1509 personnes qu'on a trouvé à la province consommait pratiquement tout le budget de la province. Et ça ne pouvait pas permettre le développement des infrastructures. D'autant plus que la rétrocession du gouvernement central était problématique. Donc, il était difficile. C'est vrai qu'on pouvait contenter 1500 frères ou amis, parce qu'ici à l'indépendance, il y avait 500 personnes. À la résidence du gouverneur, de 500 personnes. Mais cet argent pouvait servir à asphalter notre route, ou bien à développer quelque chose. Donc, courageusement, nous avons commencé par prendre des textes pour appliquer les dispositions légales et réglementaires.
toujours dans l'assainissement de l'environnement de travail, en dehors de tous les services que nous avons eu à supprimer, nous avons aussi mis en place certains services qui devaient concourir à la bonne gestion de nos finances. C'est ainsi que il y a eu des arrêtés qui ont créé la commission provinciale de contrôle des marchés publics, la commission provinciale de passation des marchés, pour qu'on donne plus de marchés et gré à gré. On a pris des arrêtés fixant les seuils d'approbation des marchés et on a créé d'autres services qui cette fois-là ne vont pas consommer mais vont créer des emplois pour créer des richesses. Je vous donne un exemple. Nous avons restructuré la REPER en 8 directions. Sur les 8 directions de la REPER, il y a 4 qui sont totalement opérationnels pour recouvrer l'argent dans la province. Ces directions, ce sont des réformes. Nous n'avons pas voulu nous précipiter pour les mettre en place. Ce sont des directions qui vont commencer à fonctionner d'ici le mois de mai-juin. Mais on a pris toutes les dispositions pour que les choses aillent bien. À la REPER, s'il est vrai que nous avons supprimé ce que nous avons dit, copier, frère, tout ça, qui faisait en soi, qui donnait en soi, qui était construit en soi par une centaine de personnes, 150 personnes, la réforme que nous venons de faire à la REPER va nous permettre de créer plus de 250 emplois de gens qui vont descendre sur le terrain, notamment dans nos frontières, parce que jusqu'alors, on ne s'occupait pas des frontières. Au niveau de nos péages, parce qu'il y a un coulage de recettes, jusque-là, on ne s'occupait pas de péage, paysage. Donc, il va y avoir plus de 250 emplois par rapport à plus de 150 postes que nous avons supprimés. Mais les postes que nous avons créés, eux, vont commencer à récolter l'argent pour le développement de la province et même pour créer d'autres emplois. C'est ça la procédure que nous avons voulu. Des emplois productifs, comme on appelle, pas des emplois de consommation à la province. Donc voilà un peu la procédure que nous, la vision que nous avons eue dans la réforme que nous avons apportée. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont parlé. Ce sont des réformes qu'il faut pouvoir toujours les affronter avec courage. Mais nous savons que pour ces 250 emplois que nous allons créer, les offres d'emploi sont ouvertes à tout le monde. On a demandé à la REPER de lancer des appels d'offres. Celui qui veut soumissionner, qui veut postuler, va postuler. Ça ne sera pas du clientélisme. Il y aura des profils pour certains emplois. Donc, pour tout ça, on a pu y apprendre des textes réglementaires qui nous ont permis d'assainir l'environnement de travail. Parce qu'il n'était pas normal qu'au gouvernement, on ait une personne de 300, 400, même certaines personnes 100 000 euros. Nous avons assaini. Et sur le plan financier, nous avons assaini. C'est ce que je viens de vous dire. Dans les banques, nous nous sommes engagés avec les banques à rembourser l'argent qui était emprunté par nos prédécesseurs au nom de la continuité de l'État. Mais quand on rembourse et qu'on ne crée pas d'autre chose, on serre les ceintures. Donc ce sont les gens qui remboursent cet argent
qui payent les pots cassés parce qu'on sait les ceintures, il y a des postes qu'on ne sait plus exécuter, puisqu'il faut rembourser. Et quand on vous dit que nous avions remboursé 5 milliards de francs dans les banques, et on a payé des comptes finaux pour les personnels de 2 milliards 500, ben, ça signifie que quand les gens crient, ah, on ne fait rien, mais nous sommes en train de rembourser parce qu'on est en train de se mettre en confiance avec les institutions financières. Au nom de la comptabilité de l'État, on ne se plaint pas, mais c'est ça, agir en nom d'État. On ne peut pas dire, ah non, parce que c'est mon prédécesseur, même si... Non. Ce sont les banques, vous devez rembourser. Mais par contre, les fournisseurs, nous nous sommes dit oui. On a examiné les certains fournisseurs. On a vu qu'il y avait parmi eux des gens qui avaient des dettes fantaisistes. En quel terme? Vous vous dites que la province vous doit. On vous demande de produire vos états financiers, même les 3 dernières années, où on retrouve cette dette. Parce que quand on tient une bonne comptabilité et que quelqu'un vous doit de l'argent, vous consignez ça dans les livres de comptabilité. Mais quand dans les livres comptables, vos propres livres, cette dette que vous réclamez à l'État, on ne la retrouve pas. Quand on va voir vos créances, vous réclamez 500 000 $ à l'État, mais dans vos créances, vos propres créances, des états financiers que vous déposez à l'administration fiscale le 31 mars, vous n'avez que 18 000 qu'on vous doit par d'autres personnes, mais même pas par l'État. Mais comment on peut conclure? Vous avez fraudé le fisc. Vous ne voulez pas payer l'État, mais vous voulez que l'État puisse vous enrichir. Nous avons dit, celui qui veut qu'on puisse certifier ses comptes, qui nous amène ces états financiers qui déposent à l'administration fiscale. Sinon, c'est une tentative d'escroquerie de l'État. Et jusqu'aujourd'hui, en tout cas, Mme Guéma est en train de faire la liste de tous les créanciers. On ne voit pas encore les états financiers de ces 45 milliards déposés au budget. Parce que dès qu'on dépose, nous allons budgétiser pour pouvoir engager la procédure d'engagement ou de liquidation des années prochaines. Suivant un échéancier à convenir. Donc, sur le plan financier, nous avons pris ces mesures pour pouvoir assainir les finances. On a payé les banques, on a payé les personnels, et nous avons mis en place les mécanismes dont on vient de vous parler, parce que ce sont des marchés, contrôle des marchés publics. Et aujourd'hui, l'année 2013 s'est terminée par un bonus de plus de 3 milliards de francs congolais. Donc, un bénéfice, pas bénéfice, mais un bonus en finances publiques de plus de 3 milliards de francs congolais en fin 2013. Je vous avais dit que ces bonus étaient justifiés par le dépôt. C'est-à-dire qu'en finances publiques, en principe, on ne peut pas avoir un bonus quand on fait la réduction des comptes. Mais même avec le magistrat de la Cour des comptes, il n'a pas expliqué. Non. C'est de l'argent que nous on avait bloqué jusqu'à fin décembre parce qu'on savait qu'en janvier, on devait lancer le marché. Donc on ne pouvait pas bouffer cet argent. Devant lancer le marché des stades, c'est de l'argent qu'on avait déjà provisionné en 2013, mais qui est dépensé en 2014. Donc pour nous, il doit quand même être la comptabilité parce qu'on ne peut pas les sortir avant d'avoir donné ça aux bénéficiaires. C'est pour ça qu'on a un bonus. Mais sinon, en finances publiques, ce sont des choses qu'on ne peut pas avoir. Et ils ont compris, ils ont dit oui, vous avez raison, parce que c'est une provision. Et la provision était bien attestée. Donc on a terminé cette année-ci, l'année 2013, par un bonus de plus de 3 500 000 francs congolais. Et ça, c'est grâce aux opérations d'assainissement de finances publiques. Maintenant, en dehors du deuxième point de mon exposé, qu'est-ce que nous avons puisque par rapport au programme d'action que nous avons défendu devant l'Assemblée nationale.
commercial. J'ai voulu les résultats sont attachés. Il va nous amener la première. On se dit, ok. Pour qu'on voit ou quelque chose. La technologie aurait voulu aborder le secteur de l'éducation. Mais quand aujourd'hui, tout ça, donc, on va même, mais ça comme méthode nous adapter à l'environnement des acteurs politiques. Concerne la cohésion politique. La cohésion politique est là. Il y a deux personnes qui crient. C'est ça, quatre personnes ou 5 personnes, qu'on rencontre, on a dit non à cette façon de faire. Alors que c'est ça devient, il n'est pas. Parce que nous estimons que la cohésion professionnelle conduit dans notre programme à commencer demander de rentrer dans son territoire, chaque territoire va se retrouver à... Ça c'est le premier grand point. Pour autant, on est en train de faire un bilan de tout ça. Donc, des points prévus. Donc, il fallait mettre une cellule de cohésion. Cette cellule est mise sur parce que la politique de l'homme pas créer pour payer de quand les choses pour les et professeur qui va être soumis à la sécurité commerciale pour intégrer le conseil consultatif. L'Assemblée et le gouverneur y répondra avant de passer à la deuxième série. Oui, la première rangée, les deux. Troisième. Ici, s'il vous plaît. 5 peuvent venir et puis après, c'est fini. 5, c'est tout. Merci. Éditeur PG Fabien Kimvui-Lambala, Expo Magazine CIRS et grands éditeurs presse électronique. Excellence, Monsieur le Gouverneur Jacques Mbadou-Sitou, permettez-moi de vous arroser mes fleurs avant ma petite question. Si j'avais de plumes de l'excellence, vous méritez les titres d'un patriarche pour avoir respecté le pas de Mbouta et de son excellence, Monsieur le chef de l'État. Parlons-en de ma petite question. Au cours de votre intervention, plus vous étiez au cœur de votre idéal et de votre équipe de vainqueurs dont je fais citer. Pourriez-vous éclairer dans l'apport de l'industrialisation dans la province du Bas-Congo, dans les secteurs miniers, développement, dans l'agriculture, école, stade, santé,
mais où il n'y a pas de bonnes routes et énergie. J'ai confiance, Excellence. Super Matitia de la radio télé communautaire de Lukala. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai quelques préoccupations. Oui, mais c'est Super Matitia de la radio télé communautaire de Lukala. J'ai quelques préoccupations, Excellence. La première, c'est par rapport à votre bilan. Je voudrais avoir une réponse précise. Après cet état des lieux, c'est le bilan qui est pratiquement présenté positif. Voudriez-vous nous dire que vous êtes satisfait de votre équipe ou du travail de votre équipe? La deuxième préoccupation, la province du Bas-Congo est une province quasi pacifique, mais depuis un certain temps, chez nous à Lukala, là où nous sommes en train de mettre, il s'élève des mouvements de dissidents de Bundudia Congo qui s'identifient comme les Banaba Congo. Pendant tout ce temps, ils ont créé d'insécurité dans la ville. Des fois, ils ont paralysé les trafics. Ma préoccupation est celle de savoir, parce que dans le bilan, vous n'avez pas abordé cet aspect-là sécuritaire. Qu'est-ce que la province a fait et pense faire pour mettre fin à ces mouvements-là, dont nombreux continuent à identifier comme Bundudia Congo, pendant qu'eux-mêmes s'appellent Banaba Congo. La troisième et l'avant-dernière question. Quel est l'état d'évolution? Je vais y aller rapidement, c'est très important pour nous. Quel est l'état de l'évolution de la mise en place de nouvelles structures de la nouvelle ville de Bangou? Ça, c'est par rapport à notre entité. La dernière, prie, collègues, soyez tolérants. L'évolution de la relance du trafic du chemin de fer Kinshasa-Matadi. Ça sera pour quand? Et puis, quelle est la part de responsabilité du gouvernement provincial là-dessus? Je vous remercie. Juste pour rappeler, essayons d'être succinct, direct, et avoir peut-être maximum 2 préoccupations, vite dit. Merci beaucoup. Excellence, c'est Jean Domba de la radio communautaire de Mwanda. Avant de venir ici, si la route est bonne à Mwanda, j'ai fait 5 heures. La route s'est dégradée complètement. Nous sommes en train d'assister à un jeu de ping-pong entre l'homme de Foner et le directeur provincial de l'office de route. Nous avons questionné le directeur provincial de l'office de route. Il nous a dit ceci. Mes engins sont dispo. C'est Foner qui ne donne pas l'argent. Nous avons vu l'homme de Foner. Lui nous dit qu'il a donné l'argent à l'office de route. Votre contribution à ce sujet pour que ce jeu de ping-pong se termine. Parce que cette route ne mérite pas cet état-là. Deuxième chose. Parmi les créanciers, les radios associatives et communautaires de la province du Bas-Congo sont aussi sur cette liste. Est-ce que nous devrons encore vous amener nos états financiers pour se faire payer parce que l'équipe précédente a laissé des dettes dans des médias de la province? Merci. Oui, monsieur le gouverneur, c'est Payar Kabeya pour le compte des HDP. Oui, monsieur le gouverneur, en vous écoutant parler, on a vite compris que vous êtes légaliste. En vous écoutant parler, on a vite compris que vous êtes légaliste. Mais au départ, vous nous avez informé que vous avez déjà commencé à rétrocéder
la rétrocession aux entités décentralisées. Mais quelques mois plus tard, vous avez suspendu la rétrocession. Peut-on savoir les raisons profondes qui vous ont poussé à suspendre cette rétrocession? Voilà. Charles Kipingani, émission Bonne Gouvernance, mais aussi Eidiba Congo, la télévision en ligne. Merci, Monsieur le Gouverneur, de votre intervention et surtout de nous avoir associés à cette activité. Vous avez fait allusion aux routes qui sont en train d'être entretenues ou réhabilitées, construites. Et je ne sais que dire, mais nous aimerions savoir, une partie de la question a été déjà prise par mon prédécesseur. J'aimerais savoir la collaboration qui existe aujourd'hui entre votre exécutif et les fourneurs qui, du jour au jour, est en train de récolter de l'argent, même dans des routes de dessert agricole, parce que nous avons des informations, de ces gens qui continuent à peiner pour évacuer les marchandises. Mais aussi, j'aimerais savoir quel programme avez-vous préconisé pour les routes de dessert agricole, spécialement pour les routes de dessert agricole, parce que j'étais attentif, je n'ai pas entendu parler de ça. Et par rapport au stade, vous avez parlé de stade de Sokol de Poma et stade de Lumumba. Vous n'avez pas fait allusion au stade de Lumumba qui est en veilleuse. Merci. Stade de Damar, pardon. Merci beaucoup pour vos premières questions. Monsieur Fabien et Monsieur Charles Mupingai ont pratiquement la même préoccupation concernant les routes et leur entretien, pour la première préoccupation. Parce que Fabien a parlé de l'industrialisation, de tout, mais sans route, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça que vous avez dit. Et pratiquement c'est la même chose avec Monsieur Mupingai. Vous avez raison, mais vous remarquerez que nous ne sommes pas ici pour nous plaindre, mais pour nous assumer. J'anticipe sur la question des fonnaires, du péage et du paysage. Des structures qui prennent l'argent au Bas-Congo, mais qui ne laissent pratiquement pas quelque chose au Bas-Congo. Nous avons des édits que l'Assemblée provinciale a mis à notre disposition. Nous allons nous assumer. C'est ce que je peux vous dire. Nous allons nous assumer. Parce qu'il n'est pas normal, effectivement, comme ce que vous dites. La dernière fois, pour qu'on puisse intervenir à Mwanda, après que nous, on ait fait le premier geste, je ne fais pas... Je ne divulgue pas bien, je ne fais pas de révélations. Mais il a fallu que, au passage de l'honorable Zoé, je m'indigne pour dire, mais voilà, on est en train de prendre tout l'argent. Maintenant, vous allez à Mwanda, et à l'entrée, vous n'allez même pas passer. Vous savez que nous, qu'on va commencer à appeler Kachweshi pour donner des instructions, afin qu'on donne un peu d'argent à l'office de route. Ça ne peut pas continuer. Si vous avez raison. Et vous vous souvenez que c'est la période que quand l'honorable est arrivé à Mwanda, qu'on est intervenu pratiquement conjointement pour que les travaux soient faits. Après que nous, on ait donné ce qu'on a donné. Et c'est la même chose, c'est récurrent. Ils sont à Louf, au Fonaire. Mais allez voir la première route de Louf. Ils prennent l'argent, il n'y a rien qui se fait dans la province. Ils sont partout. Nous, sur base des édits provinciaux qui ont été votés, et les arrêtés que nous avons signés à cet effet, nous allons nous assumer. C'est tout ce que je peux dire. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre, mais on va trouver des solutions. Si je suis satisfait de mon équipe, oui, je suis satisfait de cette équipe. C'est comme ça que j'ai dit, cette équipe va défiler dans vos différentes émissions et vous verrez que elle est plus à plaindre qu'à blâmer. Vous avez plus à le plaindre par rapport au bilan ou à l'héritage qu'ils sont en train de gérer que de les blâmer tel qu'on les fait. Donc moi je suis satisfait d'eux.
Et ils vont passer. Vous allez les interroger, vous allez les découvrir. BDK insécurité à Lokala. Il y a eu un problème à un certain moment avec la télévision de l'honorable Nzaouvo, là, je crois. Non, oui, hein? Votre télévision, de PP, hein? Beaucoup. On est allé distribuer un message. On a même barricadé la route. Le journal Patience, je crois, était même... Patience avec Mayala était même parti à Lokala ce jour-là. J'avais envoyé toute l'équipe pour aller rétablir l'ordre. Bon. Moi, je voudrais que vous ne dramatisez pas trop les problèmes. Il faut beaucoup plus jouer à la calmie. Il y a des mesures sécuritaires qui sont prises. Il y a un suivi qui se fait. Parce qu'il n'est pas nécessairement dit que ceux qui endossent les costumes, soi-disant des Bunduda Congo, sont des vrais Bunduda Congo. On utilise ces noms pour créer la répression dans la province. Nous cherchons à savoir qui manipule ces gens. Parce que c'est un groupe bien identifié, ou que nous sommes en train d'identifier, qui manipule quelques foyers dans la province. Pour montrer que non, peut-être depuis qu'elles sont parties, il y a des choses qui se sont installées dans la province. Non, rien du tout. Je me limite à ça. Il y a une manipulation. Et un financement même de ces actions. Même dans la ville de Matadi. Le général de Patience fait très bien son travail depuis qu'il est là. Mais il ne faut pas que certains croient que quand elles ne sont plus là, que non, ceux qui viennent ne font plus le travail. Non. Laissez les autres travailler. Ça ne sert à rien de manipuler des petits groupes, une ou deux personnes, à aller faire du bruit par-ci, par-là. Pour nous montrer, non, vous voyez, ce que vous disiez, c'est bon, d'accord. Non, il y a des flecs. C'est du mensonge. Vous n'êtes pas d'accord avec moi pour bon, d'accord? Ok, heureusement. Heureusement. Nous connaissons les problèmes. C'est une manipulation pour faire endosser à Bunduda Congo les choses que BDK ne fait plus. État d'évolution de la mise en place de la ville de Bango, oui. Tout cela a été mis en veilleuse. C'est toutes les villes de la République qui ont eu le statut de ville, à l'exception, je crois, des chefs-lieux des nouvelles provinces. C'est pour des raisons électorales. Pour que ça ne puisse pas coûter trop cher, parce que le démembrement risque de coûter cher. Mais après les élections, ces villes ont déjà leur statut, parce que c'est déjà sorti au journal officiel. Donc, soyez calmes. La ville de Bango existe déjà, mais son entrée en vigueur viendra après les élections. Les trafics du chemin de fer Kinshasa-Matadi, je crois qu'on n'a pas le choix pour ne pas relancer ces trafics. Il est obligé. Parce que rien qu'avec les deux cimenteries qu'on est en train de construire, il y a des équipements qu'on ne peut pas transporter par véhicule. Il y a des charbons qui ne peuvent pas réceptionner comme ça sans... J'étais à Zamba. Ils ont même prévu comment ils vont commencer à décharger les 300 000 tonnes de charbon qu'ils vont recevoir du port de Matadi par train. Et même un peu plus loin. Donc, il n'y a pas de choix. On ne peut pas tuer les chemins de fer. Les chemins de fer vont reprendre. Il y a un grand programme. Même dans le cadre des pôles de croissance, il y a un grand crédit pour l'ONATRA pour réhabiliter ces chemins de fer. On n'a pas de choix. On ne peut pas s'en passer. Donc, soyez calmes. Jeu de ping-pong entre Foner, oui. Nous sommes excédés par Foner aussi. Mais nous, on n'est pas là pour se plaindre. Nous avons dit que nous allons nous assumer. Des arrêtés sont déjà pris, des mesures déjà prises pour que ce qui est perçu
restent en province pour ce qui nous revient. Comme ça, nous savons faire des interventions rapides et ponctuelles. Les créanciers des radios associatives... Mais les radios associatives, ce sont des ASBEL ou bien des sociétés conseillées en sociétés commerciales? Mais vous payez les impôts. Ah, mais si on paye les impôts, on a un personnel qu'on utilise. Il y a aussi des étapes financières que vous devez produire. Vous êtes exonéré de ça. Si vous n'êtes pas exonéré, il faut faire. Mais si vous êtes exonéré, on va voir. Mais moi, ce que je sache, les ASBEL aussi payent les impôts. Ne fût-ce que par le personnel qu'ils utilisent. Bon. On verra si ce n'est pas trop grave. Dans le cadre de la politique d'accompagnement de l'action gouvernementale, on va voir comment faire des compensations avec les radios. Un professeur Ngomabinde qui s'occupe des médias. Il faut voir ça, parce qu'il a déjà prêté le contrat qu'il va signer avec toutes les radios et les télé. Hier, on devait en débattre en Conseil des ministres, mais c'était trop long. On a reporté ça la semaine prochaine. Mais il va examiner le dossier pour voir si dans les cadres d'accompagnement, parce qu'on a besoin, non pas de toujours tenir des conférences de presse, mais on a besoin que les médias nous accompagnent pour donner toujours l'information en temps réel. OK? Quoi que c'est une réponse qui vous va. Et Roger, c'est la réponse qui va bien. Elle est bien, non? Voilà, merci. Rétrocession aux entités territoriales décentralisées que j'ai arrêtées. Oui, je les ai arrêtées. Je crois que je vous avais dit ça ici. Et même dans la ville de Matadi, il y a eu des protestations. Pourquoi vous donnez? Je vous donne un exemple. Hier, je ne l'ai pas dit expressement, mais maintenant, c'est bon qu'on ait posé cette question. Chaque mois, la ville de Matadi recevait en moyenne 50 millions. Des cellules, quartiers, communes, mairies. OK? En 5 mois, ça fait combien? 250 millions. N'est-ce pas? Avant de prendre la décision que nous avons prise, nous avons consulté certaines autorités du gouvernement central, notamment le ministre Mokoko. Il dit non. Tant que ces entités auxquelles vous rétrocédez n'ont pas encore d'organes délibérants, il y aura toujours des abus. Ce que vous pouvez faire, c'est de réaliser carrément des projets pour eux dans leurs entités. Et ça compte. Ben, moi, je vais les payer 250 millions dans le cadre des 5 mois de rétrocession de la ville de Matadi, mais en faveur de la population. Et c'est mal fait. Donc, ces 250 000, je les comptabilise comme une rétrocession à la ville de Matadi dans le cadre de branchement de 5 000 familles. Voilà la réponse que j'ai. Donc, si cette année-ci, j'avais donné la rétrocession à la ville de Matadi jusqu'au mois de mai, ce sera 250 millions. Et moi, je paye 250 millions déjà anticipativement. Mais pour la population, au lieu de donner l'argent à une quantité de personnes qui se les partageaient pour acheter des antennes paraboliques, épouser 2 femmes, 3 femmes, et faire autre chose. Je crois que c'est la démocratie aussi. Il y a eu des gens qui venaient, qui passaient dans vos émissions pour nous faire des observations. Nous devons aussi être à l'écoute. On a été à l'écoute. J'ai posé la question à Kinshasa, on m'a dit non, avec cette voix, ça passe. OK. Donc, je n'ai pas derrière des rétrocessions dans la ville de Matadi. Parce que je comptabilise les routes que je suis en train de faire et tout. Je suis dans le bon. C'est clair. Pour ceux qui continuent à se plaindre. La route de l'Assemblée, la route Ami-Congo, tout ce qui s'est fait, sauf le stade, mais en tout cas, tous les petits travaux qu'on fait, on comptabilise ça dans le cadre de la procession, dans la ville de Matadi. Pour ça, c'est clair et net. Les autres entités, il n'y a pas de problème. Nous savons comment nous allons faire la comptabilité. On peut faire les ligues les maintenant. On commence d'abord par Motoboko aller dans l'Union, et puis Moussousou, on peut ça dans le territoire Mokoboye, peut aller, et ainsi de suite. On avance. Nous allons impliquer les.
met dans des projets, des entités, et que chaque entité se retrouve dans ces projets-là et dans ce montant de rétrocession. Monsieur Charles, je crois que j'ai déjà répondu à la question Foner. Hein? À Sadamar. Mais on avait bien dit au départ que nous donnons priorité aux deux stades. Tandis que le stade d'Amar, c'est un stade que nous avons aligné dans le cadre du projet PMI. Le projet-là de 15 millions avec la Banque mondiale. Bon, on va voir, on continue à se battre avec la Banque mondiale. Dès qu'on a fini la route, j'espère qu'on va nous élire, élire ce stade parmi les projets qui peuvent être financés, parce que au départ, les directeurs des opérations nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème, que la Banque mondiale allait financer. On a mis un dîner avec lui, un déjeuner. Le directeur Ouadago, il nous a dit pas de problème. C'est la base qui décide des projets éligibles dans le cadre de PDU. Même chose du secrétaire permanent Kabao. Mais Maïm, qui est le chef de projet, lui est en train d'hésiter. Mais nous allons les contraindre, étant donné que nous sommes des bons élèves, à inscrire ça comme deuxième priorité. Donc après la route, ça c'est d'Intomba. Je crois que le stade d'Amar va être financé. Nous espérons. Prions. Couvrons ces projets du sang de Jésus. Comme ça, au moins, il va vite passer. La suite. Ok, 5 autres. Il y a 16 heures. Il ne faut pas courir. À 16 heures. Les deux dames. Attendez, Ah ben voilà, donc un seul homme et 4 dames. C'est la parité. Excellence, Monsieur le Gouverneur, merci beaucoup. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Moi, c'est Marie-Louise Kinjola Mafuta Kabongo. Je suis de la presse officielle. C'est en rapport avec les premiers piliers, la cohésion provinciale. Excellence, nous avons vu la cellule de la cohésion provinciale. Malheureusement, il n'y a pas de femmes. Excellence, Monsieur le Gouverneur, le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec la résolution 1325, ils ont compris l'importance de la femme en tant que porteuse de paix. Mais malheureusement, au niveau de la province du Bas-Congo, la femme n'est pas considérée. La cohésion provinciale. Si vous pouvez quand même nous en dire plus. Tout à l'heure, vous avez parlé sur l'électricité. Vous avez parlé des transformateurs. Tout. Monsieur le Gouverneur, l'hôpital général de référence de Sonabata est dans le noir depuis l'époque coloniale. C'est là où fut opéré le premier président de la République, Joseph Kasavubu. Et suite à cette situation, plusieurs cas d'urgence les réchappent. Pour ne pas parler de l'hôpital général de Kimvula. Plusieurs cas d'urgence les réchappent. Je cite une césarienne à 18h30. Excellence, vous avez aussi parlé de l'amélioration des semences. Je vous informe que le territoire de Kimvula est le premier producteur de sésame. Malheureusement, comme nous sommes enclavés, pas de route, on ne sait pas produire notre sésame. Excellence, avec tout le respect, je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. J'avais 3 questions, mais je m'arrête à une question. Ok, ma question est celle-ci. Je suis Marina Nzebo de la radio-télévision Bangou de Kimpesi. Ma question est celle-ci. Ces jours, nous connaissons des coupures de courant par rapport à notre contrée là, la cité de Kimpesi, la cité de Lukala. Tout à l'heure, le gouverneur a dit qu'il ne peut pas contrôler les agents de la SNEL. Or, je connais un adage qui dit vous ne pouvez pas laisser votre enfant dans l'erreur. Le moment où il est toujours dans cette erreur, ça continue toujours. Donc, ça peut vous handicaper parce que la SNEL est parmi vos enfants, les enfants que vous devez toujours corriger. Merci beaucoup. Moi, c'est Angèle Binda, RTB Tchela. Son Excellence, d'abord au nom de la population de Tchela, nous vous remercions de la manière dont vous avez assisté les sinistrés de Tchela. Mais en plus de cela, la 3e inondation a fait écouler le pont Tundja. J'espère que vous avez des informations. Alors, que pensez-vous à propos de cela? En outre,
la population, si vous pouvez avoir un mot de consolation pour la population de Thiela qui vous attend impatiemment. Espérance Kikala, CCTV Matali. Monsieur le gouverneur, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Monsieur le gouverneur, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention, mais vous n'avez pas évoqué les problèmes d'insécurité dans la ville de Matadi, où on assiste à la recrudescence des inciviques, hautement appelés Koulouna, des vols armés, des tracasseries et autres formes d'insécurité. Alors, ma deuxième préoccupation est celle de savoir, vous avez dit, vous avez assaini l'environnement de travail quand vous avez pris les bâtons de commandement dans la province. Mais ne pensez-vous pas que fonctionner comme ça, sans une cellule de presse, dans une institution comme le gouvernorat, n'est pas bon? S'il vous plaît, monsieur le gouverneur, je dis et je vous remercie. Merci, Excellence, pour la parole. Deux préoccupations. La première, c'est en rapport avec la question de la rétrocession pétrolière de mandat. C'était parmi l'un de vos combats. Et puis, il y a même un député national qui est passé sur différentes chaînes pour justement faire le plaidoyer pour que le gouvernement central puisse vous rétrocéder cette rétrocession. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous recevez cet argent? Deuxième préoccupation, il y a un député provincial qui vous demande de remanier votre gouvernement. Êtes-vous prêt à le faire? Enfin, vous communiquez ces derniers temps de moins en moins, Excellence. Pour quelle raison? Parce que vous dites qu'il y a certains qui passent sur différentes chaînes pour raconter des contre-vérités, c'est vrai. Mais quand une contre-vérité perdure, elle devient vérité parce que vous ne répondez pas. Merci. Alors, la dernière série, c'était. Mais Marie-Louise Kabongo, pas de femmes dans la cellule de cohésion provinciale. La femme n'est pas considérée. Mais Marie-Louise, mais je crois que c'est la dernière chose qu'il fallait me reprocher. Parce que dans mon gouvernement, sur 10 femmes, c'est 10 personnes. Mais il y a 3 femmes. Donc les 30% requis par la loi, ils sont déjà respectés. La ministre précédente, c'est une femme. Celle qui clôture, donc qui encadre. Donc il y a numéro 1 et numéro 10. C'est une femme pour prendre les hommes en étau. Et au milieu, vous avez la justice. Une femme pour veiller de part et d'autre. Comme ça, les hommes ne bougent pas trop. Mais à la repère, il y a le DG, 2 DGA. Sur les 3, il y a une femme, maman qui... Mettez-vous debout. Elle est là. Elle a fait longtemps la repère. Et moi, je l'ai trouvé chef de division. Elle n'était même pas directeur. Mais par principe de parité, et j'ai vu qu'elle a la matière, elle venait être nommée DGA, à la repère. Mon cabinet, j'ai le directeur de cabinet, 2 adjoints. Mais maman Chantal, avec brio, maman Chantal, comme vous voyez. Alors, je ne sais pas, Marie-Louise, ça vient d'où? Ce que vous dites. Je ne sais pas, ça vient d'où? Non, pour la cohésion provinciale, il n'est pas prévu seulement 5 personnes. Il y a à peu près plusieurs personnes sont prévues. Chaque territoire doit avoir un représentant, partout, même dans les villes. Ça, c'est la cellule centrale. Mais on va y aller progressivement. Les femmes ne peuvent pas manquer dans les structures. C'est même une injonction du chef de l'État. Satisfaite? Bien convaincue? Bien. Les processus donc continuent. L'électrification de Sonabata, où Kassavo était opéré, bon, moi je ne savais pas que Kassavo a subi une opération à Sonabata. Je ne l'ai pas. Heureusement qu'on a des historiens et des historiennes. Bon. Il y a un programme pour électrifier Mbanzamboma. Et l'étude qui a été faite par la SNEL demande $250 000. Et dans ces $250 000, y compris
le branchement qui doit aller en Banzambom. Mais nous sommes en négociation avec la SNEL parce que nous, on a dit à la SNEL, nous ne sommes pas là pour vous remplacer. C'est une société commerciale. Nous, on n'est pas là pour prendre sa place. Donc, on négocie pour voir si nous finançons ces projets, quelle va être la contrepartie de la population par rapport au financement que nous donnons à la SNEL. Donc, c'est en cours aussi. La route de Kimvola, si je ne m'abuse, c'est une route dont le chef de l'État avait posé la première pierre en 2007. 2007. Moi, j'étais sénateur. Je suis venu à Kisant. Non. Aujourd'hui, c'est une route qui est financée totalement par le gouvernement central. Et au moment où nous parlons, pour arriver à Kimvola, on est déjà à combien de kilomètres? Quel village? Au village Yungu. Donc ça progresse. Kipuya. Il reste combien de kilomètres pour arriver à Kimvola? 100, hein? On a déjà fait plus de 100. Hein? On a dépassé Ngidinga. On a déjà fait 120. Il reste 100. Donc, on y va. Et les 100 là, c'est depuis 2013 qu'on a commencé ces travaux. Même pas avant. C'est quand nous sommes arrivés qu'on a fait pression, qu'on a commencé ces travaux par le gouvernement central. En leur disant, bon, prenez dans la quantité de péage que vous prenez à Kinshasa. Et on vient de faire déjà 110 km ou 120. Il reste à peu près 100. Ça continue. Oui. Oui, les sites là-haut, là, à Kisantou. Parce que c'était aussi le même tronçon. La route s'était effondrée. On a contribué, on a donné les premiers moyens. Après, on a eu à intervenir. Et maintenant, on peut passer de la grande route de Kisantou jusqu'à vers Ngiding et Koso. Donc, on ne laisse pas Kimvola enclavé. Il y a des travaux qui se font. Coupure du courant. Oui. À Kimpe, c'est chaque jour. Est-ce que vous payez les factures? Coupure générale. Non, parfois il y a des problèmes à Inga. Vous voyez? Bon, on va essayer, dans le cadre de la sécurité, poser la question au DG au DP de la SNEL pour qu'il nous dise un peu ce qu'il en est, parce qu'on dirait qu'il n'aime pas Kimpes. C'est vrai, hein? Sans blague, hein? Ok. Le témoin, il dit que mon coup, tu n'aimes pas Kimpes. Tchela, Angèle, pont effondré, pont Tchunza. Oui, il y a une grande préoccupation. Il y a eu même une grande étude autour de l'intervention qui doit se faire à ce niveau. La première variante consistait à faire une route en amont du pont, de 19 km. Donc, de là où on va faire la déviation, 19 km pour contourner. C'était la première variante. La deuxième, c'est de voir dans le lit de la rivière à quelques mètres comment traverser la rivière. Mais on trouve qu'au niveau où on devait effectuer ces travaux, ça fait plus ou moins 1 mètre. Le lit a plus ou moins 1 mètre de profondeur. Alors, on a supposé qu'on pourrait jeter de la caillasse là-bas pour remonter un peu le lit de la rivière et permettre aux grands camions de passer à même dans la rivière. Bon, il y a une troisième variante, c'est de faire les travaux. Et là, on s'y attelle. Donc, on n'est pas inerte, on s'en occupe. Il y a eu des études. Le premier jour où la route était, les ponts étaient emportés, le ministre Florian et
et Sung, je crois, pardon, et l'OVD et Barthélemy et de l'OVD s'étaient déplacés à Tchela. Ils ont déjà fait l'étude. On va faire ce qu'il faut faire, tout en sachant que c'est une nationale numéro 16, prise en charge par l'office de route, mais à cause de la démission de tous les services dont on a parlé ici, qui prennent l'argent de la province, mais qui ne laissent pratiquement pas rien en province, nous allons nous assumer. Parce que regardez ces gens d'intervention, nous devons trouver d'argent quelque part. Donc nous pouvons nous plaindre. Parce que la population ne va pas comprendre que le gouverneur dise « Ah non, c'est l'office de route ». Non, non, ce n'est pas responsable de notre part. Nous allons nous assumer. Et on va trouver une solution. Les gens de Tchela m'attendent, oui. Partez au matin. Partez au matin. Peut-être une occasion de passer les messages. À partir du mois prochain, on va envoyer des équipes dans tous les territoires, composées de ministres. Les bureaux, je ne voudrais pas déjà engager les bureaux parce qu'il n'a peut-être pas encore donné l'information, avec les lots de médicaments, des matériaux scolaires, les tôles qu'on a eu à recevoir, peut-être 1000 tôles par territoire, les dictionnaires Larousse, il y en a 18 000 que nous avons réceptionnés, 133 000 manuels scolaires. Donc les ministres, les élus provinciaux et les sous-préfets, plus les personnes de santé, vont aller dans tous ces territoires et ces entités pour d'abord se familiariser avec la population. Identifier un projet phare que le gouvernement provincial va financer dès qu'il rentre. Alors, ça permettra au gouverneur d'être bien reçu quand il va y aller. Si j'y vais main vide, sans avoir fait quelque chose, ça risque d'être de plainte. Mais il y a une équipe, déjà à partir de juin, j'informe que les ministres vont tous aller dans les territoires, leurs propres territoires, pour travailler, voir un peu qu'est-ce qui peut être fait. Alors, nous, au courant du 3e trimestre de cette année, juillet, août, septembre, nous allons faire l'itinérance dans toute la province. Voilà la réponse. Donc, Tchela aussi sera prise en compte. Des inciviques dans la ville de Matadi, non et qu'est-ce que vous faites? Moi, je crois que le général de Patience a passé 2 à 3 jours pour conscientiser et les policiers et la population, n'est-ce pas, général? Avec le maire de la ville. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez accompagné. Et tout ça, c'est dans ces efforts. Il y a même des patrouilles mixtes qui se font ici et qui continuent. Nous n'allons pas nous plaindre non plus que parce qu'il n'y a pas de moyens. Ce sont des officiers de l'armée, ils savent s'assumer. Nous allons renforcer leur action en mettant à leur disposition quelques moyens, mais on ne laisse pas ces inciviques faire le travail. Parce que vous avez vu que pendant un temps, il y a eu accalmie. Mais tout d'un coup, comme ça, résurgence. C'est là que je vous dis qu'il y a des manipulateurs qui sont quelque part, qui veulent faire passer la province pour une province où il y a un peu d'insécurité. Mais nous nous occupons de tous ces gens. Qui vous a dit que j'ai fonctionné sans cellule de presse au gouvernorat? Si vous ne m'êtes pas là, donc il n'y a pas de cellule de presse. Laissez-moi organiser tel que je l'entends. Voilà la réponse. Il faut laisser que vous soyez sur la liste pour qu'on ait une cellule de presse. Non. Il ne faut pas me manipuler. La rétrocession pétrolière, qu'en est-il? Non, je crois qu'il y a... Bon, je ne peux pas dire que nous recevons ça. Non, jusqu'ici, il faut dire la vérité. Nous continuons les processus. Mais il faut aussi dire que les dépenses au niveau du gouvernement central ont été gelées depuis qu'on attend le nouveau gouvernement de cohésion nationale. Il y a des dépenses qu'on n'exécute plus. Je peux donner les cas des crédits d'investissement que nous on attend. Depuis pratiquement l'année passée, on ne reçoit plus ça. Donc tout ça, ça a été pris en compte, mais il y a une limite. Le gouvernement central
ne peut pas engager tout pour le moment. On leur a donné une limite à ne pas dépasser. Donc, M. Roger, nous espérons qu'avec l'équipe qui sera mise en place, peut-être incessamment, nous vous donnerons la réponse dès que nous allons commencer à recevoir ça. Mais pour le moment, ça fait partie des dépenses qui ont été gelées en attendant que la nouvelle équipe arrive. Remaniement du gouvernement, on me demande de le faire. Bon. Je vous répondrai en privé. Mais comme je vous ai dit, je suis satisfait de mon équipe. Alors, communication, je communique peu. Vous savez, je vous dis la franche vérité. J'évite ce genre de conférences de presse parce que ça coûte. Ça coûte. Ce que je vais dépenser, je peux peut-être asphalter 50 mètres d'une route, même construire un centre. Alors pourquoi multiplier les conférences de presse? Parce qu'il faut se justifier. Excusez-moi, mais c'est comme ça que j'ai dit, on va organiser de telle manière que les informations vous parviennent en temps réel et que dorénavant, on ne puisse plus organiser ça régulièrement parce que ça coûte. Voilà, c'est ça la raison, ça coûte. Moi, en tant que gestionnaire, je regarde un peu ce que ça coûte. Et je me dis, bon, est-ce que ça vaut la peine? Merci beaucoup. Bon, la dernière série, hein. Alors, les gens de Kinshasa, là. Ah non, non. Dernière série. Non. Maintenant, nous avons invité la presse tranquille. On a pris 10 du Bas-Congo. Nous allons prendre également 5 qui viennent de Kinshasa. Excusez-moi. Ceux qui viennent de Kinshasa. Mais quelles sont les questions qu'on pose encore là? 5 qui viennent de Kinshasa. Non, je donne plus au Bas-Congo. On a donné 10. Non, un peu d'équité. Un peu d'équité. Non. Kinshasa 5 personnes. La discipline. Kinshasa 5. Le premier peut parler déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur, pour ces devoirs de redevabilité que nous espérons trimestriels. Je suis Bruno Mbolisson, je représente le groupe L'Avenir, RTGA. Vous avez évoqué la loi portant principes fondamentaux sur la libre administration des provinces. Et cette loi classe les affaires foncières ou l'habitat dans les matières essentiellement de compétences provinciales. Je suis resté sur ma soif parce que je n'ai pas entendu, peut-être c'était sous-entendu. Je voudrais savoir si au niveau de la province, il y a une politique en matière de production de logements sociaux, de construction de logements sociaux dans le domaine des affaires foncières pour permettre à ce que les gagnes moyens qui n'ont pas la possibilité de construire avec une vitesse de télécommande puissent avoir des logements sociaux à paiement échelonné. J'entends par là les jeunes cadres sortis de l'université, les médecins, les avocats, les journalistes ou les membres des différents cabinets ministériels. Et en deuxième préoccupation, vous ne pouvez pas aborder cette question, Monsieur le Gouverneur. Aujourd'hui, la ville de Boma et même de Matadi, dans une certaine considération, surtout Boma ressemble à une ville en deuil. Boma avait sa vitalité grâce au port. Depuis la mesure portant interdiction de l'importation de véhicules de plus de 10 ans, aujourd'hui il y a une baisse sensible des activités dans ces deux villes portées, spécialement à Boma. Est-ce que, en tant qu'autorité provinciale, vous promettez à la population de poursuivre les négociations, les tractations avec le gouvernement central pour que cette mesure s'assouplisse? Merci. Daniel Safou du journal Les Points Saillants. Monsieur le gouverneur, je n'ai pas attendu nulle part dans votre exposé, mon cher chef de l'État, la corruption, nulle part.
Monsieur le gouverneur, quand vous passez tous les postes frontaliers, les problèmes demeurent. Le problème de la corruption. Une année après, monsieur le gouverneur, vous êtes satisfait? Avez-vous mis fin à la corruption? Ou vous avez une projection liée, n'est-ce pas, mettre fin à la corruption, notamment dans les postes frontaliers, n'est-ce pas, de notre pays? Je vous remercie. Josette Kaya Boulamatadi de la RTNC2. Merci, monsieur le gouverneur. Tout à l'heure, vous avez inventé ou vous avez parlé de la coopération qu'il y a entre la province du Bas-Congo et les institutions de Bretton Woods. Mais il y a des gens qui pensent que ces institutions-là n'ont pas vocation à pouvoir développer le pays. Mais en vous entendre parler, c'est comme si le Bas-Congo et les institutions de Bretton Woods, le courant passe bien. Je voudrais comprendre, est-ce que c'est un problème d'homme, c'est un problème de système, ou c'est vous qui êtes venu donner une autre forme de coopération avec ces institutions? Nul n'est prophète chez soi, vous l'avez dit. Vous avez dit même que vous avez payé, ou la province va payer pour que ce projet ne puisse pas tomber en annulation. Vous avez payé le 5 millions d'une période de 10 ans. En ce qui concerne le projet Orio à Inkisi, si je ne me trompe pas. Mais ma question est de savoir, monsieur le gouverneur, que recherchez-vous? Parce qu'il y a vos détracteurs politiques qui vous reprochent de ne rien faire alors que vous faites beaucoup. Que recherchez-vous en fait? Il y a le gouvernement de cohésion nationale qui arrive. Hein. Il y a les échéances qui arrivent. Quelles sont les ambitions, les choses que vous avez en tête en posant de tels actes? Parce que là, vous servez même d'exemple à d'autres provinces. Merci. Maloum Bella, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise. J'ai 3 petites préoccupations. Voilà, j'aimerais savoir, Excellence, à quand vont débuter les travaux des 2 usines des concassés et d'enrobés, parce que vous venez d'exproprier les gens qui occupaient les sites en question. Et ma deuxième préoccupation, vous avez largement parlé de création des emplois dans votre province. Avez-vous pensé à la formation ou au renforcement des capacités de la population qui sera candidat de votre province? Et vous avez largement parlé de l'évaluation, de la gestion durant une année que vous avez passée ici. Et j'aimerais savoir quelles sont les réalisations, certaines réalisations dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et de recherche scientifique dans la province du Bas-Congo jusque-là. Moi, c'est Valdo Simon Yamba, de Télé 50. Monsieur le gouverneur, vous êtes satisfait de vos ministres. Moi, j'aimerais bien savoir si dans cette gestion, vous avez la maîtrise des faiblesses et qu'est-ce que vous faites pour remédier à ces faiblesses. Je vous remercie. Moi, c'est Blaise Lupemba, journaliste Canal Kin Télévision, CK TV. Excellence, merci beaucoup d'avoir organisé cet esprit de cohésion provinciale pour la province du Bas-Congo. Je sais bien que vous êtes un vrai Nekongo. Qu'est-ce que vous attendez de travailler tous ensemble avec les 6 personnes que vous venez de parler? Merci. 56 personnes que vous avez parlé, qui font des bobards dans la télé. Bien. Monsieur Molisson pose la loi sur... la question sur les logements sociaux des grands et petits. Quelle est la politique
et du gouvernement provincial. Bon, je crois que la construction des logements sociaux qu'on prête, bien qu'on met à la disposition des cadres ou des jeunes cadres d'entreprise, tient compte d'abord de leur pouvoir d'achat pour rembourser les crédits. Parce que quand le tissu industriel est totalement délabré ou que le chef de l'État est en train de refaire, parce qu'il est en train de payer les péchés, les destructions des années antérieures. Et il est pillage à tout. Même à Kinshasa, je ne vois pas. C'est vrai, la SNEL construit les logements sociaux, la SONAS, mais à quel prix pour son personnel? Parce que les logements sociaux, quand vous les construisez, que vous donnez à des jeunes cadres d'entreprise, il faut que vous soyez sûr et certain que cette entreprise va payer à ces cadres un salaire qui ne va pas leur permettre de mourir de faim, parce qu'ils doivent rembourser les crédits. Même dans les banques, quand on rembourse un crédit, il est interdit de faire une retenue qui dépasse 30% du salaire que la personne touche. Maintenant, vous, si vous prêtez à quelqu'un 50 000 $ ou 100 000 $, et cette personne touche peut-être 1 000 $ ou 2 000 $, 300 $ qu'il doit payer par mois. C'est pendant combien d'années il va rembourser? Je crois que tout ça, nous devons nous inscrire d'abord dans un cadre macroéconomique national. Ce n'est pas une province qui peut, à elle toute seule, sans avoir la maîtrise des recettes gérées dans la province, sans avoir la maîtrise des industries qui fonctionnent dans la province, décréter comme ça le jour au lendemain une politique de logement social. Non, je ne pense pas. Et je ne sais même pas que ça se fait ailleurs. Même ça se fait ailleurs, par exemple à Lubumbashi, Moïse Katumbi a imposé aux miniers. Mais ces miniers-là font des milliards en leur disant, construisez des maisons parce que celles que vous utilisez aujourd'hui ont été construites par la GECAMINE. Ça, c'est différent. Mais c'est la même chose dans toutes les provinces? Je ne pense pas. Parce que là, les miniers là, ils font des chiffres d'affaires de 2, 3, 4, 5 milliards par an. Plus même qu'il y en a qui font un chiffre d'affaires supérieur à notre budget national. Donc, pour le moment, c'est vrai que c'est une préoccupation. Le chef de l'État a déjà demandé, nous a envoyé les ministres des Affaires foncières pour construire des réserves foncières, l'autre côté du fleuve. Parce qu'il veut des villes modernes où on va construire des logements sociaux. C'est un début. Même si les logements sociaux ne sont pas encore construits, c'est un début. À Boma, le chef d'État a interdit qu'on puisse construire les lotissements qui vont vers l'aéroport de Lukandu, parce qu'il dit qu'il veut des maisons modernes. C'est un début. Ne fût-ce que dans la réserve qu'il faut constituer. De l'autre côté du Pompose, même si le maire de la ville, lui, envoie ça à Sogololo, il dit que non, ça, ce n'est pas moi, c'est Sogololo. Mais le chef de l'État ne veut pas voir tous ces bidons qui sont là. Tous ces bidons qui sont là. Il veut des maisons modernes. Donc, c'est un début aussi. On va d'abord assainir l'environnement parce que les logements sociaux supposent l'assainissement de l'environnement dans lequel on va construire ces maisons. Caniveau, adduction d'eau, courant. Et quand tout cela est fait, en fait, on peut adopter les maisons types. Mais ça, on tient compte. Dans le Bas-Congo, quelles sont les entreprises qui sont à mesure aujourd'hui de construire des logements sociaux pour leurs travailleurs et les financer? Moi, je ne vois pas. À part Perenco peut-être. Et même Perenco, président. C'est possible. Oui, mais ils n'ont pas encore commencé. Donc, nous devons, pour ce point bien précis, nous ne pouvons que nous intégrer dans une politique nationale des logements sociaux. Une province ne peut pas, à elle toute seule, dire que voilà, moi je vais réussir cette politique. C'est difficile. La ville de Boma est en deuil. Non, je ne pense pas.
Moi, quand je vais là-bas, les gens sont en train... Si vous avez leur nouveau stade et les routes, les amis qui étaient là-bas hier, je crois qu'ils vous ont dit que là, ils sont contents. Non, c'est un problème qui est posé à la plus haute autorité de l'État. Et vous savez bien que le chef, lui, il prend toujours son temps, parce qu'il n'y a pas qu'au Bas-Congo. Même à l'Est, les problèmes se posent partout. Moi, je suis confiant que ça va trouver une solution. Daniel Safou, la corruption dans les frontières. Oui, mais nous, quand nous vous disons que nous allons nous assumer, c'est pour mettre fin à toutes ces antivaleurs-là qui font que, bon, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais c'est nous-mêmes qui devons commencer par donner l'exemple. Je peux vous donner un exemple concret. Parmi les entreprises qui ont gagné les marchés des stades, bon, il s'agit des Zengwe, hein, les stades Lumumba, les responsables sont venus me voir. Ils disent, monsieur le gouverneur, mais vous êtes quelle espèce d'homme vous êtes? Je dis, mais quoi? Mais non. Mais nous n'avons jamais vu que vous nous donnez les marchés, vous ne demandez rien, vous n'imposez rien, alors que souvent, on nous suit. Moi je dis, mais alors, ça vous étonne? Parce que je vais être sévère avec vous. Je dis, non, il faut que nous vous fassions un cadeau. Mais quel cadeau? Privé bien pour la communauté. Non, ça dépend de vous. Moi je dis non. Cherchez vous-même ce que vous pouvez faire pour la communauté, mais en tout cas pas pour Ombado. Parce que je ne suis pas de ce genre-là. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Vous voyez la plate-bande là, entre métropole et le gouvernorat. Ils sont en train de faire ça gratuitement. Le gouvernement provincial ne paye rien du tout. Ils ont dit, c'est pour montrer que au Bas-Congo au moins, c'est pas partout qu'on trouve les gens qui peuvent refuser la corruption ou même des pots de vin. Donc cette plate-bande là qu'on est en train de construire, où on va mettre des fontaines d'eau avec un écran géant pour permettre aux Matadiens de venir suivre la Coupe du Monde. Ils ont commandé les écrans géants qu'ils vont mettre là-bas. C'est un cadeau au gouvernement provincial, à la population du Bas-Congo, parce qu'ils sont étonnés qu'on ne leur demande rien. Je dis, mais tiens, là souvent on vous demande quelque chose. Oui, mais il dit, mais monsieur le gouverneur, nous vous disons que c'est la première fois, une des rares fois que nous rencontrons des gens comme ça. Excusez-moi de parler de moi comme ça, mais je dois vous dire que là, s'il y a des gens qui croient que le gouvernement provincial va payer quelque chose, rien du tout. Rien. Ils sont en train de financer. Donc vous dire, monsieur Safou, alors quand nous nous inscrivons dans une logique comme ça, pour combattre les antivaleurs, eh bien, ça signifie que ça ne va pas passer. Parce que nous sommes déjà dans cette ligne-là pour refuser de se salir. Quand on refuse de se salir les mains, on a le temps et les mains libres pour sanctionner ce que ça donne à ces sports. Satisfait? Madame Josette, les institutions de Bretton Woods n'ont pas pour vocation de développer un pays, mais vous êtes en train de faire l'apologie de ces institutions. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame, vous avez parfaitement raison. Je ne dis pas l'inverse. La Banque mondiale n'a jamais développé un pays. Nulle part. Les institutions de Bretton Woods viennent en appui aux politiques nationales. C'est à nous-mêmes à décrire, à déterminer ce que nous voulons que les gens fassent. C'est nous qui devons dire, vous voulez nous aider? Faites-nous ce projet où vous rentrez. C'est tout. Mais en dehors de ça, sinon, ils viennent saupoudrer si vous n'avez pas une cohérence dans ce que vous voulez. Dans la province du Bas-Congo, nous venons d'initier une étude prospective du Bas-Congo à l'horizon 2030-35. Qu'est-ce que nous voulons de Bas-Congo à l'horizon 30 ou 35? Nous rêvons. Nous voulons un Bas-Congo où on va voir les ports à eau profonde
avec une autoroute qui part de Mwanda jusqu'à Kinshasa, avec des universités à tel point, tout ça. Et l'étude est déjà pratiquement en commande. Parce que ce sont les Sud-Africains qui vont financer ça. Et à partir de ça, ceux qui vont venir comme investisseurs doivent se greffer à notre projet, la prospective. Sinon, c'est comme de l'urbanisme sauvage. Chacun construit là où il veut. Dans les pays développés, on ne fait pas n'importe quoi. On sait qu'en 2030 ou 35, il y aura combien d'habitants à Kinshasa? Il y aura combien d'habitants dans le Bas-Congo? En fonction de ça, on prévoit des hôpitaux, on prévoit des écoles. Et si la Banque mondiale ou les institutions de Bretton Woods veulent nous aider, c'est là où on doit leur dire, par rapport à notre prospective, nous avons une route à faire là-bas, nous avons un barrage d'Inga à construire, nous avons ceci, et à partir de ce moment-là, ils doivent, sinon nous sommes un pays souverain. Ils n'ont pas le choix. Alors, à ce qui concerne le Bas-Congo, nous faisons d'abord ce que nous devons faire, mais on est en train de corriger. Parce qu'à partir du moment où cette étude va être mise en place, fini, terminé des ordres. Je ne dis pas que je vais être là jusqu'en 2030. Non. Non, je n'ai pas dit ça. Mais le chef de l'État, qui vient de nous administrer la preuve d'une vision, il ne dit pas non plus que lui va rester là-bas jusqu'en 2050. Mais il a déjà prévu, en faisant les routes qu'il vient de faire à Kinshasa, qu'en 2020, 25 ou 30, la ville sera tellement peuplée qu'il fallait un aéroport, un boulevard à 4 voies ou à 6 voies. Et aujourd'hui, si Kabila n'avait pas construit les boulevards qui venaient de construire à Kinshasa, mais rien que cette année-ci, même l'année prochaine, Kinshasa aurait été invivable. Donc, un homme d'État travaille dans une vision. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, c'était une gestion artisanale des années antérieures avant l'avènement de Kabila. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est Kabila l'architecte. Parce que lui, au moins, quand il vient ici, on se met là-bas de l'autre côté du fleuve, il descend de son véhicule, il m'appelle gouverneur, venez un peu. Gouverneur, regardez un peu votre vie de Matadi. Est-ce que vous êtes fier de cette vie? Le président me pose la question. Moi, je dis, mais est-ce que celui-là a signé les contrats avec la pauvreté? Quand est-ce qu'il va acheter une voiture? Parce que je ne vois pas par où peut passer une route. Bon, on va bientôt construire les ports en eau profonde. Mais avec ce que j'ai vu en Voile, comment les grands véhicules qui viendront de Mwanda vont traverser la ville de Matadi? Cherchez-moi une solution. Un tunnel sur la ville de Matadi? Ou quoi? Donc, voilà un peu des questions d'un visionnaire, des questions. Et dans ces projets, dans cette perspective, si, et c'est comme ça d'ailleurs, que même pour la route des Japonais, que nous avons mis dans la requête, comment contourner la ville de Matadi? Parce que dès que la route va être faite, les Japonais ont intérêt à faire cette route parce qu'ils veulent rentabiliser les ponts maréchal. Maintenant, après la sortie des ponts maréchal, il faut que les véhicules continuent. Et qu'est-ce qu'on a arrêté comme variante? On va passer par les ports, on va contourner, on va suivre la tracée de la voie ferrée, on va casser la roche pour que, sur une distance de 50 mètres, la voie ferrée d'un côté, les camions vont commencer à passer de l'autre côté jusqu'à vers un Mpozo, et on retourne la ville de Matadi. C'est ça la vision du chef de l'État. Et quand on discute avec lui, il dit, mais ça fait des années qu'on discute, on n'est jamais arrivé à une solution comme ça. Donc, c'est vrai que les institutions de Bretton Woods ne développent pas de pays, mais c'est à nous à avoir un plan cohérent. Qu'est-ce que nous voulons d'un pays en 2030, en 2050, en 2100, même quand nous ne serons plus là? Quand vous avez fait ces plans, dès qu'ils viennent, n'importe quel ministre qui est là au plan, tout ça, il dit non, 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 non. Nous, on a prévu de construire dans cet endroit-là une usine. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Que celui qui vient, il vous appelle de l'Afrique du Sud. Oh, il y a un investisseur. Moi, je dis aux investisseurs, non, laissez-moi tranquille. Ah, moi, je viens comme investisseur. Oui. Pour faire quoi? Oh non, il a de l'argent, il veut venir faire je ne sais pas quoi. Non. Et ça nous arrive parce que nous n'avons pas quelque chose de bien tracé, de cohérent. Les programmes existent, les plans existent,
Mais ce qu'on appelle prospective, ça c'est différent. C'est qu'on montre par exemple à la télévision quand ça défile là, c'est qu'on doit construire à limiter les beaux bâtiments là qu'on monte. Ça c'est la prospective. Maintenant on peut le faire pour tous les pays. Quand nous sommes allés au Cabinda, on nous a montré la prospective de la province du Cabinda en 2050. Les universités qu'on doit construire, les autoroutes qui doivent être construites, c'est déjà prévu. Il n'y a rien au hasard. Et c'est à partir de là que vous bâtissez la coopération, vous dites aux gens qui veulent venir vous aider, vous intégrez dans notre perspective. Donc je suis d'accord avec vous, mais pour le moment, on essaie d'accompagner en attendant qu'on corrige. Qu'est-ce que je recherche? Parce que les projets orientent tout ça, non. Le bonheur de la population du Bas-Congo. Puisque je suis le gouverneur, je recherche le bonheur de cette population. Parce que j'ai un mandat et je voudrais que le jour où je pars, qu'on puisse dire non. Facilement on dit non. Ça c'est pendant le mandat du gouverneur Mbadou qu'on a eu ceci. C'est pendant le mandat de tel ministre du gouvernement provincial qu'on a eu ceci. Ça c'est pendant le mandat de tel maire qu'on a eu ceci. C'est tout ce qu'on cherche. Sinon, vous entrez dans les archives de l'histoire sans que les gens puissent se souvenir de vous. Il n'y a personne qui cherchera à lire ces livres-là. Parce que même dans la bibliothèque, on ne sait plus voir que vous êtes passé sur la terre. Donc nous recherchons le bonheur du peuple du Bas-Congo et marquer l'histoire. Tout ce que nous recherchons. Nous allons construire les stades parce que nous voulons laisser non. Il n'y en a pas eu avant. Eh bien, nous allons tout faire pour que ces stades soient construits. Quelles que soient les attaques, quels que soient les adversaires, mais au moins quand il sera fini, on dira, ah, Tikaka Bakelele, au moins lui a fait ça. Début des usines, est-ce qu'on pense au renforcement des capacités des candidats qui vont être engagés, tout ça? Oui, c'est un aspect très important qu'on ne néglige pas, parce que même pour le cas de la repère, vous savez que je voulais nommer même 3 femmes ou 4 femmes à la repère, mais j'étais buté devant un problème. Et puisqu'il ne faut pas se plaindre, il faut trouver des solutions. Nous sommes entrés en contact avec l'École nationale des finances. Et on va lui envoyer un certain nombre de femmes qui travaillent à repère pour aller suivre les cours, se former, une cinquantaine, avoir le diplôme de l'École nationale des finances et qui vont revenir. Et la province payera leurs études pendant 2-3 ans. Parce que nous estimons que cet instrument provincial doit être renforcé et on a commencé par les femmes. Et le Dirkaba Sambou a déjà pratiquement bouclé les choses. Tout ce qui reste, ce sont les noms. On va prendre même, faire passer un petit test par rapport à ceux qui sont déjà à l'intérieur, et peut-être ceux qui vont être engagés après, pour voir qui on va envoyer. Mais la formation, même pour les usines à créer, c'est obligatoire. Parce que ce n'est pas à l'université ou bien dans les instituts qu'on apprend ce qu'on fait dans les usines. Il faut être formé. Qu'est-ce qu'on a fait dans le secteur de l'enseignement supérieur et tout? Il y a beaucoup de choses qu'on a faites. Mais comme j'ai dit, les ministres sont là pour entrer en détail. Parce qu'il faut commencer à donner des détails. Qu'est-ce qu'on fait ici? Parce que vous voulez qu'on parle de l'Université Congo, qu'on parle de l'IKV, qu'on parle de l'ISP, dont on a spolié les terrains. Bien, qu'est-ce qu'on a fait, tout ça? Bon, ça va être des détails. Ça, les ministres viendront vous dire ce qui a été fait. Mais il y a eu des avancées. Les ministres, des faiblesses, des atouts, qu'est-ce qu'on fait pour relever leur niveau? C'est tout le monde qui a besoin de formation. Il n'y a pas que les ministres, c'est tout le monde. C'est chacun de nous. Et nous, on a eu déjà à avoir 3 séminaires ici, avec des experts de très haut niveau, Banque mondiale. Et quand ils sont rentrés à Kinshasa, je peux citer l'ancien Premier ministre burkinabé, et même d'autres experts de la Banque mondiale, ils ont dit, c'est l'unique province où on a trouvé les ministres de ce niveau-là. Et nous savons que le Bas-Congo est sur la bonne voie.
oui, on va dire autosatisfaction, mais c'est une réalité malheureusement. Ce sont des témoignages. Parce qu'on était dans cette salle, ils ont fait des exposés, et chaque ministre a parlé, et ils ont dit que, comparé à telle province, non, non, non. Ici, c'est autre chose. C'est jamais, peuvent même être les ministres au niveau du gouvernement central. C'est eux qui l'ont dit. Ce n'est pas moi. Alors, je crois que c'est la dernière question. Pardon? Les bobards de télévision. Mais j'ai dit qu'on va mettre fin à ça parce que vous allez commencer à passer. Et vous avez l'obligation de passer dans les chaînes. Hein? Pour la cohésion. Non. Je vous ai dit qu'on n'a pas besoin de répondre à des questions privées, tout ça. Ça ne vaut pas la peine. Il y a le conseil consultatif qui sera convoqué. À cette occasion, tout le monde sera convoqué. Celui qui croit qu'on est en train de marcher sur son pied dira à cette occasion, voilà pourquoi j'écris, parce qu'on marche trop sur mon pied. C'est ce que j'ai dit. Donc il n'y a pas de problème. Mesdames et messieurs, je crois qu'on est arrivé à la fin de notre conférence de presse. Encore une fois, nous vous remercions très sincèrement pour votre assiduité à nous écouter, parce que ce n'est pas facile d'écouter comme dans une église, même dans les auditoires, c'était 2 heures, et puis après on interrompait, et puis après on reprenait. Mais ici, pratiquement, c'est 4 heures ou 5 heures d'affilée. Je ne peux que vous remercier. Merci beaucoup. Voilà, tout est bien qui finit bien. Le gouverneur on a épuisé les deux étapes de ce point de presse, à savoir l'exposé du gouverneur et le jeu de questions-réponses avec la presse. Pour récapituler un peu, le gouverneur est revenu sur 5 piliers de sa politique, à savoir la cohésion provinciale, où une cellule qui est déjà mise sur pied. Et il a annoncé aussi les conseils consultatifs et regroupant toutes les forces vives de la province. Il y a aussi le deuxième pilier, c'est la bonne gouvernance et l'amélioration de l'efficacité de l'État. Il a aussi insisté là-dessus pour des questions qui touchent à la population, notamment l'eau, l'électricité et sociale aussi. Il a reconnu qu'il n'y a pas encore l'autosatisfaction dans la province, mais on fournit beaucoup d'efforts. Le troisième pilier pour Jacques Mbadou, c'est l'emploi dans la province du Bas-Congo. L'emploi, la création d'emplois. Il a parlé de la création d'emplois. Il y a aussi l'accès aux secteurs sociaux de base, notamment la santé et l'éducation, qui constituent le quatrième pilier. Et puis les derniers piliers, c'est le dernier pilier pour le gouverneur, c'est l'environnement provincial du Bas-Congo. Et Divine Mabiala, pour synthétiser un peu ce que le gouverneur a échangé avec la population, avec les chevaliers de la plume. Oui, matondo mingi pangi Moïse Bongelo na kupesa mona ndinga beto mondo mekatoka komona gouverneur mekatoka kutubila mamu ina nyonso ina pa nizimbaka na ka bapangi beto ba journaliste ba meluta na ko rappeler yani beto kuma vraiment na tsuka mais la motindo mosi ya lokufi mulenda tubila beno gouverneur de province mais tubila mamu mingi sur le plan et éducation, sur le plan et sport, mamu meta la stade Lumumba amekatoka tubila pe sur na éducation concernant 28 école ina kena kutungama déjà na province beto ya Bas-Congo et puis mabu de mettre la ba emploi et pas ma vela mamu de mettre la dia ka société mamu de mettre la sociale ameka to kutubila mambu ya bisalo kena kusalama na ba panga beto ya Banque mondiale na mamu de mettre la Souza Pedro bana matadi pe bana Bas-Congo nyoso ke kutoka na kubaka wa maza bele moso kena kumonaka bilume kutoka kuluta faso ba balabala beto timu kaka yake ina bisalu kena kusalama na Souza Pedro et tama mingi ve gouverneur de province mais sire que batunyo soke baka maza na mutindo mose kumbote ya kuluta et mamu meta dit la paix cohésion provinciale et ameka toka kutubila structure ina ke les cellules de cohésion provinciale ina ke na kudia tama na batu 5 personnes et en attendant batu bwela ma bake kuza
bola pe façon kivu ya mama kabongo mama journaliste mais quand yusa kanati bana ba kento pe lenda vwanda kuna pa mingi ve bana kento pe façon ya ni mosu gouvernement mais tout ba ke vwanda na kata serine ba pangi betu be kuma vraiment na tsuka